Sur OM5 TV, vous êtes avec nous et vous avez bien raison, Lénaïque avec vous et Sylvain Dern, ex-journaliste à RMC Première, hein, bah oui, ça. Et producteur de l'émission Décalage Horaire. Vous avez peut-être déjà entendu cette émission radio, on va en parler avec lui, on va parler de ses rencontres parce que c'est quelqu'un qui vient de Nouvelle-Calédonie. Bonjour Sylvain. Bonjour Lénaïque, merci de m'inviter. Avec plaisir, grand plaisir. Alors moi j'ai découvert ton émission quand je suis arrivée à Paris. Évidemment parce que quand on quitte un petit peu son pays, on a tendance à aller chercher toutes sortes d'infos qui concernent les Outre-mer. Et là, je découvre ton émission radio. Et c'est une émission dont l'objectif était de faire parler les jeunes, en particulier, alors qu'ils soient artistes, étudiants, militaires, tous les jeunes de Nouvelle-Calédonie. Oui, c'était un peu une première parce que l'idée, c'était de se dire quand on va rencontrer ces jeunes qui sont partis de Nouvelle-Calédonie pour se former, il faut savoir qu'en Calédonie, ça fait quand même plusieurs années que l'accent est mis sur le fait d'aller se former pour pouvoir revenir au pays avec les compétences. Et ben, quand on vient ici en métropole, peut-être que notre expérience fait qu'on a voilà, un recul sur notamment les actualités en Calédonie, et puis même les gens qu'on va rencontrer ici vont nous apporter d'autres ouvertures, d'autres horizons. Et c'est en ça que c'était, je crois, vraiment un beau projet parce que du coup, on pouvait retrouver ici des jeunes. Je suis beaucoup passé par les associations pour aller un peu partout en province. Et ouais, c'est ça qui était vraiment riche. Oui, je regardais la page Facebook et il y a des gens qui envoient des messages. Là aussi, il y a des Calédoniens. Dans ce coin-là aussi, il faut venir, il faut venir. Donc tu étais parrainé par la Maison de la Nouvelle-Calédonie et ça te permettait de voyager dans toute la France pour aller vers ces Calédoniens. Hein. Exactement, ouais. C'est un travail qui mérite sans doute... c'est vrai que dans l'idéal, il aurait fallu poursuivre cette émission parce que c'était qu'un premier défrichage, on va dire. Dans le sens où quand on se déplace, déjà, quand on va loin à Pau, à Tarbes, là, sur place, les jeunes nous disent « Ah bah, il y a aussi un tel, par exemple, tel parcours, ça fait 20 ans qu'il est là. On m'a parlé de dames qui étaient dans des stations de ski au nord de Grenoble, je sais pas où, depuis 20 ans. Enfin voilà, des parcours vraiment marrants, quoi. Parce qu'au départ, c'était juste la parole des jeunes, et en fin de compte, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a tellement de gens intéressants que tu ouvrais ton émission à tout le monde, en réalité. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Au début, on s'est focalisé là-dessus parce que l'émission passait le mercredi après-midi en Calédonie. Donc, on m'a dit, voilà, on va s'adresser principalement aux à la jeunes. Population jeune, voilà, et donc, focalise-toi sur les étudiants. Mais après, de fil en aiguille, c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, il y a les militaires, il y a les sportifs, etc., qui ont un parcours super intéressant. Et puis, du coup, il y a aussi ceux qui sont là depuis super longtemps, qui gardent vraiment une partie de leur esprit, voilà, de leur culture qui est là-bas. Voilà. Est-ce qu'il y a des rencontres comme ça qui t'ont plus marqué que d'autres ? Oui, il y en a pas mal. En fait, moi, ce que je trouve super intéressant, la devise qui a été adoptée pour la Calédonie, c'est terre de parole, terre de partage, et cette puissance oratoire, on la retrouve à la fois chez l'individu et puis en situation de groupe. Et du coup, moi, je me retrouvais à chaque fois dans des situations un peu différentes où soit j'étais vraiment centré sur un témoignage tout seul, soit dans des situations plutôt de groupe, et ça provoquait des choses différentes. Dans mes premières émissions, par exemple, au début où je galérais un peu parce qu'il fallait que je me fasse à ce boulot, je suis retombé sur un ami à moi, là, Alphonse Cotier, qui faisait partie de Siapo avant, etc. Il était de passage sur Paris, je savais qu'il était à Londres. Et du coup, je dis, toi, quand même, ton expérience, il est cuistot dans un grand restaurant à Londres. Je dis, ton expérience vient de Marais. Elle est super intéressante pour les jeunes au pays, donc ce serait bien qu'on fasse une émission. Et puis il me dit, tiens, tu tombes bien, parce que là, en fait, je pars pour Dubaï. Et donc, c'était un truc encore plus fou. Bah oui, il a un parcours complètement dingue. Et maintenant, il est à Dubaï. Qu'est-ce que ce gars de Marais s'est retrouvé cuisiner ? Son parcours a été lequel ? C'était des hasards ou c'était lui C'était une vocation très tôt. Mais après, comme je pense qu'il a vraiment... il a quelque chose, il a un don avec ça qui fait que très tôt aussi, il a eu l'idée de se dire je vais prendre des outils pour essayer aussi de mêler les influences aussi traditionnelles de la culture, de la cuisine kanak. À la cuisine moderne ou française, telle qu'on la connaît, quoi. Et à côté de ça, il a travaillé avec Joël Robuchon, avec des cuisinier étoilé, et maintenant il se retrouve dans un des hôtels, je crois, qui sont sur l'espèce de palmier. Très connu de Dubaï. Tu as eu dans tes invités aussi des gens connus, Christian Carambeu par exemple.
Oui, Alors, voilà. il est extraordinaire, hein, il est super sympa. On s'imagine que des gens comme ça, très connus, vont changer. Ils ne changent pas. Oui, Enfin, non, non. ils gardent toujours cette chaleur des îles. Oui, bah oui, carrément. On sent qu'autour d'eux, il y a beaucoup pas de barrières, mais il y a un côté, voilà, c'est des stars. Oui. Mais quand on arrive à les approcher, et c'est en ça que je trouve que c'est une grande chance de pouvoir être journaliste, c'est que très rapidement, on a des prétextes aussi pour aller rencontrer des gens. Et donc, ouais, voilà, tu cites Karambeu, il y a aussi Comboiré, Oui. Antoine Comboiré, qui est quelqu'un... Enfin voilà, qui a une aura, qui a une prestance, c'est incroyable. Dès qu'on passe un peu de temps avec lui, on est presque intimidé. Et c'est quelqu'un qui a une humilité incroyable par rapport à son parcours et qui est vraiment une source d'inspiration pour tout le monde, les jeunes. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qui t'a intéressé chez les Calédoniens, c'est que toi, tu y as vécu de l'âge de 4 ans jusqu'au lycée, jusqu'au bac. Et puis, j'y reviens tous les ans. Et tu retournes, voilà. Parce que ce sont tes parents qui se sont installés en Nouvelle-Calédonie. Évidemment, les enfants suivent dans ce cas-là. Toi, ton enfance, tu en gardes quoi comme souvenir, comme image? Ben, j'ai grandi à Païta, à 30 km de Nouméa, on va dire, et c'est vrai que à l'époque, et quand on est gamin là-bas, il y avait des fois où, honnêtement, on se faisait un peu suer, on était au village, tous les week-ends, on savait pas quoi faire avec les potes, on traînait, on allait jouer au foot sur les terrains de la commune où il y avait de l'herbe jusqu'au menton. Mais de fil en aiguille, plus le temps passe, plus on se rend compte de toute la richesse que c'était aussi, parce qu'à côté de ça, il y avait plein de moments où, notamment en classe, où il y avait vraiment une grande mixité. Il y a des communautés wallisiennes, kanak, javanaises, voilà, les caldoches, les français aussi. Et du coup, ça crée plus tard c'était des petites graines qui plus tard germent et font penser je suis content d'avoir vécu ces trucs-là, même s'il y a des endroits de l'île où ça doit être encore plus fort sans doute. Mais voilà, je sais que j'ai gardé des liens très forts. D'ailleurs, au cours de l'émission, je suis retombé sur des amis d'enfance, vraiment, de l'école primaire, quand je suis parti à Montpellier. Donc, que tu as reconnu. Oui, voilà, ils m'ont reconnu. Parce qu'on pourrait ne pas les reconnaître parfois. On s'est reconnu, c'était mon meilleur pote à l'époque, Kevin. Bon, donc voilà. de beaux projets et une belle émission, dommage qu'elle se soit arrêtée. Il va peut-être falloir la proposer au M5, hein, qui sait. Et puis tu as produit un documentaire pour France Culture, La carte et la mémoire, parce que tu es intéressé par la photographie aérienne notamment, et la cartographie en général. Oui, ça c'est pour faire la connexion avec une histoire familiale, parce que mon grand-père a travaillé à l'IGN, donc l'Institut géographique national. Ce sont eux qui sont chargés de faire les cartes à partir de photos aériennes. Et lui, c'est peut-être lui aussi qui a donné à ses enfants l'envie de bouger un peu dans le monde, et qui peut-être ça a fait qu'indirectement mes parents sont partis par exemple en Calédonie, à l'autre bout du monde, alors qu'au départ ils n'avaient pas de lien particulier. Et ce documentaire, les cartes et la mémoire, parce que oui, les cartes déjà c'est un objet de fascination incroyable, on peut vraiment se balader rien que par la pensée. D'ailleurs, quand on regarde les cartes, quand je veux me retourner en Calédonie, je regarde une carte, rien que ça, c'est déjà puissant. Et puis la mémoire, parce qu'il était à une époque où les conditions de travail étaient très différentes d'aujourd'hui. Il travaillait dans des gros B-17 qui avaient été rachetés à l'armée américaine après la Seconde Guerre mondiale. Et ils étaient 5 ou 6 par équipage. Aujourd'hui, ils sont plus que 2. Donc ça appartient un peu à une époque. Donc c'était raconter un petit peu tout ça. Oui. Est-ce que c'est un domaine qui t'intéresse encore aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de développer davantage? Le rapport aux cartes? Oui. Oui, en soi, ce que je trouve super intéressant, c'est tout ce qui provoque un imaginaire, tout ce qui va avec un imaginaire, avec une façon de raconter, pas simplement des aptitudes techniques ou je ne sais quoi, mais aussi toutes les histoires qui vont avec, parce que c'est beaucoup de rencontres. Et ça, c'est un biais qui est super intéressant, parce que ils ont été amenés à aller dans beaucoup d'endroits du monde, notamment en Guyane et puis en Afrique. Et voilà, c'est des choses fortes. On en reparlera quand tu seras là-dessus. Tu as participé aussi à la rédaction d'un ouvrage qui s'appelle Kaneka, Musique en mouvement. C'est un ouvrage qui regroupe un petit peu tous les groupes et chanteurs de la Nouvelle-Calédonie. Donc là aussi, de belles rencontres. Oui, alors pour être tout à fait précis, ce qui s'est passé, c'est que c'est un ouvrage de François Bensignor qui, lui, est parti en Calédonie un peu essayer de renouer avec les sources de ce mouvement musical important et né aussi dans un contexte culturel et politique particulier. On dit que c'est Paladjé qui a
inventé le Kaneka? Alors Paladje, il fait partie des précurseurs. Oui, voilà, il fait partie des précurseurs. Et déjà, il a fait partie il a été parmi les fondateurs du groupe Vamalé, qui est vraiment un des tout premiers gros groupes qui ont réussi à trouver une identité sonore très forte, en ayant des textes très forts et en langue et aussi en français pour que les choses soient dites. Et c'était un vecteur important pour que voilà, il y a des gens qui pouvaient danser sur Vamalé, mais pour autant pas forcément se retrouver sur le plan politique, sur les textes, et c'est en ça que c'est assez fort. Donc oui, Paladje, il était à un moment où beaucoup d'autres musiciens aussi réfléchissaient à ça. Il y a eu le séminaire de Nonwé à Canala en 86 où a été actée la création de cette musique avec le terme Kaneka. Et moi, et tout ça pour dire que moi j'ai fait des portraits de groupes en étant ici, parce qu'il y a eu beaucoup de défections de journalistes là-bas en Calédonie. Et ça, c'est un peu un regret, c'est que le plus riche, c'est la rencontre. Et moi, j'ai beaucoup fait des choses à distance, quoi. Donc, à distance de quelle manière? C'est-à-dire que tu faisais des interviews avec des gens de là-bas, mais d'ici? Un petit peu. Sinon, moi, j'étais plutôt en charge de la partie portrait. Donc, c'était beaucoup à partir d'informations qu'on me donnait. J'écoutais des morceaux, les albums. Donc, tu faisais la rédaction ensuite des portraits. Voilà. Et oui, donc là, Gouré de Gélé, qui était certainement dans cet ouvrage aussi. Oui. Cet ouvrage, on peut le retrouver où? Cet ouvrage, je pense qu'on peut le retrouver notamment à l'IRMA, l'Institut des recherches de musique actuelle, où je crois que c'est à peu près ça. Oui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller le chercher, fouiller pour le retrouver. C'est possible qu'on le trouve dans des endroits comme le Quai Branly ou des choses comme ça. D'accord. Et puis, il y a un autre document sur lequel tu travailles. Tu n'es pas tout seul, parce que le réalisateur, c'est Luepak, c'est comme ça qu'on dit? Luepak. C'est un document qui s'appelle Imoulal. Oui, Imoulal, c'est un documentaire qui a été réalisé en 2012, enfin qu'on a tourné en 2012. Moi, j'étais co-auteur et Nounin, c'est le réalisateur et voilà, co-auteur aussi de son côté. Et c'était la première fois que vraiment, justement, on travaillait sur des problématiques liées à que nous, on travaillait sur des problématiques liées à l'exil, choisi, l'exil choisi par cette jeunesse qui part de Calédonie pour aller se former. Et puis il y en a beaucoup qui partent aussi juste pour trouver du travail. Oui, en Calédonie, c'est particulier parce que c'est souvent avec l'esprit de rentrer quand même. C'est souvent avec l'esprit d'avoir un bagage ici, parce que voilà, c'est important que là-bas, les jeunes soient formés, soient qualifiés pour les postes. Donc du coup, il y a toujours dans un coin de la tête le retour. Le retour. Je suis venue en métropole, je reste 1 an, peut-être 10 ans, mais j'y retournerai. Exactement. Est-ce que dans tes rencontres, parce que là on parle des Calédoniens, alors qu'ils soient Kanak ou blancs, donc les oreilles comme on les appelle sur place. Les Kamadjans, on va dire, les oreilles ou les Caldoches. Est-ce qu'il y a des Tahitiens calédoniens aussi que tu as rencontrés et qui ont ce même esprit? Parce que je trouve que chez les Tahitiens, il y a moins cette notion de je vais retourner. Là je m'installe et puis... Après, on verra. C'est possible. Grâce à des associations comme SIAPO, je suis amené aussi à rencontrer d'autres profils qu'au départ, je ne pouvais pas forcément rencontrer dans le cadre de mes travaux. Après, il y a les Tahitiens calédoniens, ils se sentent aussi, je pense, calédoniens. Ils sont peut-être partagés, ils sont peut-être... Après, chaque cas est particulier, mais je pense que... je sais pas si beaucoup... Quand on reste sur Paris pour travailler, je pense que c'est vraiment dans une optique de travail, mais après, sur l'épanouissement au niveau de la vie, c'est plus compliqué à terme. C'est notre vie d'aller dans les îles. Alors, pour terminer, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que tu pourrais dire en quelques mots pour définir la Nouvelle-Calédonie et sa population? Waouh, ces populations, c'est un pays vraiment multiple, à la fois sur le plan des paysages, des ambiances, des rencontres. Et les gens qui sont ici, qui pensent partir faire un tour en Calédonie, déjà il faudrait qu'ils y restent un certain temps. Le rapport au temps est très important là-bas, il faut avoir le temps. Et on peut faire une virée touristique en Calédonie en passant complètement à côté des choses essentielles aussi, qui sont dans le rapport à une culture kanak très importante. Les cultures, les coutumes, les coutumes sont très importantes sur place. Oui, voilà. Beaucoup plus qu'ailleurs dans le Pacifique. C'est-à-dire que y a un tissu qui est resté très fort de rapport à plein d'éléments liés à la tradition orale, liés au rapport au temps, liés au respect, à l'humilité, des choses comme ça qui font que
c'est très intéressant quand on n'est pas au départ de cette culture, parce que c'est une source d'inspiration pour nous, pour essayer aussi de réfléchir à notre propre comportement, quoi. Bien sûr. On pourrait dire, si on choisit d'aller en Nouvelle-Calédonie, il faut éviter les voyages Club Med où on reste dans l'hôtel. Il vaut mieux aller à la rencontre des gens. Hein. Voilà, je pense que c'est partout dans le monde pareil, mais là, que le piège, oui, en Calédonie, c'est de tomber que dans le côté carte postale, surf, machin. Bon, bah oui, mais il y a autre chose, quoi. En tout cas, merci Sylvain. Si vous avez envie de retrouver les aventures de Sylvain, alors c'est vrai que l'émission s'est arrêtée, mais la page existe toujours, hein, la page Décalage horaire, c'était l'émission qu'il présentait sur RNC Première, donc Radio Nouvelle-Calédonie Première. Cette émission s'est arrêtée, mais si vous avez des messages à lui transmettre, peut-être qu'il a d'autres projets, en tout cas pour la Nouvelle-Calédonie et les îles associées, et puis si vous avez envie juste de lui dire que c'était super, parce que vous pouvez réécouter certaines de ces émissions, eh bien n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir quand on travaille sur un projet de recevoir des félicitations. Merci Sylvain. Merci. Et bon vent pour 2015. Merci, toi aussi, Lénaïque, puis à très bientôt.